Bonsoir, chers étudiants, chers doctorants. Je vais commencer à animer pour le compte de cette année un certain nombre d'ateliers doctoraux prévus. Malheureusement, le contexte actuel ne nous permet pas de vous rencontrer physiquement, donc je mets à votre disposition les propos introductifs de chacun des ateliers doctoraux prévus cette année. Outre les ateliers méthodologiques qui sont des ateliers traditionnels, notamment sur l'introduction au doctorat en droit, où j'évoque les problèmes de conception, d'élaboration du sujet, de la démarche à suivre pour arrêter votre sujet, sinon l'améliorer pour ceux qui ont déjà des sujets. Outre certains séminaires sur lesquels nous avons pu déjà vous documenter sur tout ce qui concerne l'initiation au droit, l'initiation au doctorat en droit, disais-je, et tous les séminaires qui portent sur la méthodologie et les méthodes juridiques. Donc ça sont des séminaires fondamentaux. À côté de ces séminaires, nous avons un certain nombre de séminaires thématiques que nous allons vous présenter ici sous forme d'atelier. Et le premier de ces séminaires porte sur les questions de justice, justiciable et victime. Justice, justiciable et victime, c'est un sujet majeur dans la question, c'est une question transversale et qui, de mon point de vue, devrait se retrouver plus ou moins dans toutes les thèses. Tout dépend de l'approche que vous aurez choisie et tout dépend des procédures qui concernent votre sujet, des types de victimes, des justiciables, etc. Dans tous les cas, il est conseillé, dans toutes vos thèses, d'avoir un regard particulier sur les questions de justice, de justiciables et des victimes. Alors, il y a, ma mémoire ne me trahit pas, il y a une vingtaine d'années, je crois que c'était au mois de novembre 2000, nous avons organisé le regretté père Denis Mochenet et moi-même à Yaoundé, au campus de Kounou, un colloque international qui a réuni du beau monde, des experts, des enseignants d'université, y compris même des représentants d'ONG, sur une problématique centrale qui s'intitulait « Vers une société de droit en Afrique centrale ». Vers une société de droit en Afrique centrale. Nous sommes au mois de novembre 2000, donc il y a 20 ans de cela. Et au cours de ce colloque, dont nous assumions le rôle de modérateur, nous avons préparé également l'introduction et les conclusions. L'ouvrage a été publié aux presses de l'UCAP, je ne sais pas s'il est toujours en vente, mais dans nos conclusions que nous avons présentées à la fin du colloque, nous exprimions à l'époque, il y a 20 ans déjà, l'espoir raisonnable, et j'insiste sur ce mot, l'espoir raisonnable d'un développement démocratique en Afrique qui était susceptible de favoriser d'une façon ou d'une autre l'émergence des pouvoirs judiciaires indépendants. À l'époque, nous pensions que la démocratie ne pouvait pas s'enraciner et s'épanouir en Afrique sans que parallèlement qu'il y ait des pouvoirs judiciaires autonomes, indépendants, susceptibles de garantir non seulement les libertés fondamentales, mais éventuellement de jouer le rôle d'arbitre
lorsque des contentieux pouvaient naître, tant en matière de préparation des élections, de déroulement des élections, même de proclamation des résultats. Et au vu des expériences actuelles, parce que 2 décennies nous permettent désormais d'avoir un regard critique sur cette perspective, il convient aujourd'hui certainement de modérer cet optimisme. Modérer cet optimisme, même si par ailleurs nous pouvons affirmer qu'il y a tout de même eu des progrès notables au cours de ces 2 décennies et que de nombreux pays africains ont pu parcourir, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré parfois des singuliers détours, on peut parcourir, certes péniblement, mais le chemin qui inexorablement les conduit vers des sociétés de droit. Je ne vais pas ici dresser la liste des bons et des mauvais élèves, mais juste pour montrer que, au-delà des exemples négatifs où malheureusement on assiste parfois à des reculs affligeants, mais il y a beaucoup de pays africains qui, malgré tout, aujourd'hui se sont engagés dans une voie solide de démocratisation qui finalement nous ramène à cet espoir raisonnable d'un développement démocratique que nous avons formulé au mois de novembre 2000. Alors, face à une justice plus ou moins dysfonctionnelle, caractérisée notamment par la faible territorialisation des tribunaux, les ressources humaines limitées, parfois peu formées dans certains pays, les questions de corruption, les questions de lenteur judiciaire. Voyez-vous, un grand nombre de justiciables africains aujourd'hui n'ont pas accès véritablement à la justice, n'ont pas accès à l'institution judiciaire. Parce que les tribunaux ne sont pas partout sur les territoires. Il faut parcourir parfois des centaines de kilomètres pour pouvoir trouver un tribunal. Alors tout ça fait que saisir la justice aujourd'hui en Afrique, notamment en Afrique francophone, saisir la justice est perçu pour de nombreux justiciables, des nombreuses victimes, comme une action risquée. Risquée, aléatoire, voire fastidieuse. Et par conséquent, qu'il s'agisse des citoyens ou de nombreuses entreprises, les acteurs de la justice préfèrent peut-être privilégier, dans certains cas, dans certains pays, des solutions bien souvent en marge de la justice étatique, voire pour certains en marge de l'état de droit, pour trouver des solutions à leur litige. Et par conséquent, on peut aujourd'hui, lorsqu'on fait, on a un regard transversal sur l'appareil judiciaire en Afrique, on peut dire que la justice est sans nul doute, certes, l'un des piliers de la démocratie, mais ce pilier n'est pas si solide qu'il aurait pu l'être. Sans l'indépendance judiciaire, aucune démocratie ne peut tenir durablement. Sans l'indépendance judiciaire, les recours pour faire valoir les valeurs fondamentales telles que la primauté du droit, la justice fondamentale, le processus démocratique, l'égalité devant la loi,
toutes ces valeurs deviennent illusoires. En d'autres termes, l'indépendance de la justice est le témoin de la vitalité d'une société démocratique. Lorsque vous aurez à faire vos recherches sur les trajectoires de la démocratisation, il me semble important d'évaluer la vitalité de cette démocratisation sous le prisme de l'indépendance de la justice et de la capacité, non seulement juridique, mais également matérielle, que la justice dispose dans un pays. Celle-ci n'est pas toujours comme on pourrait l'espérer. Mais je dis qu'il faut toujours avoir de la mesure dans le jugement que vous pouvez porter dans vos analyses, dans vos recherches sur la justice. Ceci dit, je ne vais pas, pour introduire à ce séminaire, qui est une discussion qui s'ouvre, je ne vais pas revenir sur le débat relatif à des problèmes comme la corruption des juges, etc., la politisation, puisque sur ces questions-là, il est peu probable que vous ayez des éléments consistants, des éléments probants à intégrer dans vos travaux. Ce sont des questions sensibles et délicates. Je crois que cette question fait l'objet de nombreux débats et soulève d'ailleurs de nombreuses controverses depuis des années, de nombreuses controverses. Il serait ici vain que je puisse vous faire un tableau exhaustif de toutes les questions qui ont émaillé le développement et l'autonomisation du pouvoir judiciaire au cours des 2 voire 3 dernières décennies. Certaines questions seront traitées dans d'autres séminaires, sur certains points, notamment ce qui concerne des questions de rédaction juridique, des questions d'interprétation, etc. Mais dans le cadre de cet atelier sur la justice, les justiciables et les victimes, je voudrais me circonscrire sur 3 préoccupations fondamentales. Ces 3 préoccupations, je les exprime par 3 questions. La première question est celle-ci. Comment la justice peut-elle mieux assurer le développement et la consolidation de la démocratie? En même temps, comment peut-elle également favoriser l'épanouissement, le respect des droits de l'homme dans le cadre de cette démocratie? Ça, c'est pour moi une question centrale, c'est-à-dire la contribution de la justice dans la consolidation de la démocratie en Afrique. La deuxième question que je voudrais poser dans ce débat est la suivante. Comment la justice peut-elle mieux contribuer à l'attractivité des investissements et au développement économique en Afrique? Parce que le développement est nécessaire pour la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, santé, éducation, etc. Et la troisième question est la suivante. Comment la justice en Afrique peut-elle mieux prendre en compte les préoccupations internationales et mieux les articuler sur le plan interne, c'est-à-dire le juge interne. Jusqu'à quel niveau, avec quels moyens peut-il devenir le juge des engagements internationaux souscrits par l'État, notamment en matière des droits de l'homme?
Alors, ces trois questions constituent l'ossature thématique de cette discussion, de cet atelier doctoral. Alors, sur la première question, à savoir comment la justice peut-elle mieux assurer le développement et la consolidation de la démocratie et mieux favoriser par ricochet le respect des droits de l'homme en Afrique. Cette discussion, parfois, elle va dans tous les sens. Entre ceux qui considèrent que la justice n'est pas indépendante et qu'elle ne constitue pas, en Afrique, une réelle garantie pour la protection des droits de l'homme. Pour diverses raisons, on peut avoir une litanie d'exemples, mais vous êtes des chercheurs, l'hirondelle ne fait pas le printemps, c'est pas parce qu'il y a un exemple ici et là que l'on va tirer hâtivement des conclusions. Il faut aller au fond des choses. Aller au fond des choses veut dire ici, en tant que chercheur, examiner d'abord les fondements juridiques qui vous interpellent par rapport à cette problématique. Alors, je commencerai par un fondement central, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est d'ailleurs repris par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet article énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial créé par la loi. Vous voyez, le tribunal doit être non seulement compétent, il doit être indépendant et impartial. Chaque terme a un sens juridique. En ce sens, pierre angulaire donc de tout système démocratique, l'indépendance de la justice est une exigence politique, mais surtout une exigence juridique internationale. Au regard de ces deux prescriptions normatives que je viens d'évoquer, c'est une exigence juridique internationale. Les États, et en ce sens tous les États africains presque, ont ratifié le pacte international sur les droits civils et politiques. Donc ça devient une exigence. Ce n'est pas une option politique, l'indépendance de la justice. C'est un État s'est souverainement engagé, et donc le résultat qui est attendu de cet engagement, c'est l'indépendance de la justice. En effet, le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant et impartial est lui-même un droit fondamental qui est consacré par de nombreux textes internationaux et régionaux, y compris la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc nous sommes là au cœur de cette problématique. Premièrement, les prolifiques consécrations constitutionnelles et législatives de l'indépendance de la justice dans nos pays ne doivent pas être considérées comme des fins en soi. Il y a, presque dans toutes les constitutions africaines, en tout cas les plus récentes, des dispositions constitutionnelles qui consacrent plus ou moins, à des degrés divers, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette normativité, elle doit se concrétiser de façon pratique dans le vécu judiciaire des citoyens et des acteurs de la justice. Parce que trop souvent, on prête aux proclamations constitutionnelles des vertus magiques de transformation sociale et des mentalités, ce qui n'est pas vrai. Il faut que l'institution judiciaire, dont l'indépendance serait consacrée par la Constitution, puisse corrélativement disposer des ressources financières, matérielles et surtout humaines adéquates. Parce qu'une indépendance proclamée dans la Constitution, cette proclamation est certes séduisante, mais elle deviendrait une utopie si cette justice
n'est pas politiquement soutenu par des moyens concrets pour son fonctionnement. Lorsque les tribunaux n'existent pas, ou lorsqu'ils existent, sont dans un état de délabrement architectural, lorsque les magistrats travaillent à peur au ventre, parce qu'ils ne savent pas, parfois, qu'est-ce qui peut leur arriver, compte tenu de l'incertitude sur leur statut, et parfois des procédures quelque peu alambiquées, qui sont engagées en leur encontre, pour ceci ou pour cela. Lorsque la justice manque de moyens de fonctionnement, lorsque le juge lui-même doit se débrouiller pour trouver du papier, de l'encre pour écrire. Alors, dans ces conditions, que vaut la proclamation constitutionnelle de l'indépendance de la justice? Dans un grand nombre de pays africains, la justice est un service public délaissé. Et pourtant, bien souvent instrumentalisé pour des fins politiques. L'on a besoin de la justice pour régler quelques comptes, pour obtenir quelques faveurs. Mais, de façon globale, celle-ci est faiblement équipée, faiblement dotée des moyens humains et financiers. Deuxièmement, la justice, constitutionnelle et administrative en particulier. La justice constitutionnelle, la justice administrative, mérite également une attention particulière. Parce que ce que je dis, il ne faut pas simplement se focaliser sur le juge judiciaire. Il faut regarder, lorsqu'il existe, sous forme de cour ou de conseil, lorsque le juge constitutionnel existe, il faut regarder quelle est la figure du juge constitutionnel dans le pays. Parce que, finalement, qu'il s'agisse de la justice constitutionnelle ou de la justice administrative, l'on voit bien le chemin difficultueux des procédures pour qu'elles aboutissent. Le juge constitutionnel, flatté par moments. Mais lorsque vient le moment fatidique des proclamations des résultats électoraux, surtout présidentiels, le juge constitutionnel est quasiment pris en otage. Pression par ici, menace par là. Et il faut parfois un courage extraordinaire, une capacité de s'extraire des passions politiques et sociales pour que le juge constitutionnel arrive à se prononcer avec un minimum de sérénité sur les questions dont il est saisi. Bien souvent, enveloppé dans un manteau politique, la précarité et la fragilité de la justice constitutionnelle est dans de nombreux cas la source des conflits politiques dans les pays africains. Et l'on voit bien, cette justice constitutionnelle, elle n'est pas par elle-même la source des problèmes, mais parce qu'elle est son environnement, elle est instrumentalisée, bestialisée parfois. Cette justice constitutionnelle, elle est pourtant le cœur de l'appareillage qui conduit à arbitrer les conflits, notamment les conflits politiques. Telle loi scélérate, parfois votée nuitamment, au mépris des engagements internationaux souscrits et souvent exhibés comme des totems dans les enceintes diplomatiques. Telle élection gagnée dans le ténèbre des procédures électorales et par une orchestration des commissions électorales plus ou moins indépendantes, ces lois sont présentées publiques comme des lois conformes à la Constitution. Alors qu'on sait très bien que le processus de fabrication de cette loi
n'a rien à voir avec l'état de droit. Et ça pose des questions. Ça pose des questions. Je ne voudrais pas ramener ici au droit nazi. Je m'empêche de rentrer sur ce débat. Mais on peut quand même se souvenir que Hitler avait des excellents juristes et qui produisaient des textes qui étaient conformes à la Constitution. Et ces textes ont conduit à une déshumanisation des populations. Souvenons-nous du génocide des Juifs. C'était légal. Il y a eu des textes nazis adoptés. Donc, il faut toujours, lorsqu'on traite de ces questions, avoir une certaine prudence, un recul, parce que sinon, l'on rentre dans une forme d'idolâtrie de la loi, une forme de fétichisme constitutionnel, où la norme est finalement présentée comme le résultat. Parce que la Constitution dit ceci, donc ça existe. Il y a là, de votre part, en qualité de chercheur, je pense, des réflexions à mener pour mieux faire comprendre ces questions. Toutes ces malheureuses situations que je viens de décrire, et je me limiterai à cela, voyez-vous, toutes ces malheureuses situations conduisent aux frustrations, puis aux violences et aux contestations qui ruinent tout effort de développement. Beaucoup de pays africains connaissent des retards en matière de développement parce qu'ils sont empêtrés dans une logomachie constitutionnelle. Parce que le droit a cessé d'être le ius. Le droit devient un instrument d'asservissement, d'assujettissement. Et c'est là tout le risque lorsqu'on travaille sur ces questions. L'argument de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures, qui est souvent brandi à chaque fois qu'il y a une critique, cet argument, de mon point de vue, devient une simple véhémence. Parce que, tout en brandissant la souveraineté et le principe de non-ingérence, il faut toujours se souvenir que, concomitamment, la Charte des Nations Unies, qui fonde ces deux principes, la même charte recommande également aux États membres des Nations Unies d'assumer leurs responsabilités au regard des principes internationaux et de favoriser le respect universel et effectif des droits de l'homme. Donc, il ne suffit pas de brandir la souveraineté comme une arme de défense. Cette souveraineté est elle-même consubstantiellement liée au respect effectif des droits de l'homme. L'on ne peut pas choisir dans la Charte des Nations Unies ce qu'il convient de respecter. On doit respecter la souveraineté des États. On doit s'interdire de s'immiscer dans leurs affaires intérieures, mais parce qu'en contrepartie, cet État souverain a également un devoir, celui du respect effectif et universel des droits de l'homme. Donc, c'est la balance souveraineté d'un côté et respect des droits de l'homme. Parce que le respect des droits de l'homme est une valeur essentielle qui traverse toute la Charte des Nations Unies. Au regard d'ailleurs de l'histoire qui a précédé l'adoption de la Charte des Nations Unies. Parce que la Charte elle-même annonce
que c'est par rapport aux maux indicibles que l'humanité venait de vivre qu'il est apparu nécessaire de concevoir ce nouveau système international. Alors, on ne peut pas, d'un côté, brandir la souveraineté, et de l'autre, oublier l'engagement au titre de la même charte qui incombe à chaque État de respecter les droits de l'homme. Troisièmement, les analyses et critiques faites par divers acteurs, divers auteurs même, sur l'état de la justice en Afrique, montrent une forme de mécontentement persistant des justiciables sur le fonctionnement des institutions judiciaires. Nonobstant, je le répète, les efforts accomplis par les pouvoirs publics pour améliorer l'état de la justice en Afrique. Mais les questions restent. Le taux annuel d'enregistrement du traitement des dossiers dans beaucoup de pays reste très faible. Vous voyez, très faible. Le taux des décisions rendues, c'est très faible. À tout cela s'ajoute l'épineuse question de l'exécution des décisions. Elles sont déjà pas nombreuses, mais le peu qui est rendu, l'exécution pose également des problèmes. Oui. Alors, l'on est donc dans... Déjà, accéder à la justice est un défi pour de nombreux justiciables, mais même lorsqu'on est entendu par le juge, obtenir une décision selon les règles du droit n'est pas toujours facile. Mais enfin, lorsqu'on obtient la décision, l'exécution est également problématique. Alors, il y a des problèmes qui sont internes à la justice, c'est-à-dire les lenteurs, la complexité, la lourdeur des procédures. À cela s'ajoutent d'autres questions matérielles, par exemple l'insuffisance des salles d'audience, le manque d'effectifs, les pesanteurs bureaucratiques, des officiers de police judiciaire qui parfois ne jouent pas toujours leur rôle, etc. Je ne dirais pas sur le terrain de la corruption, du trafic d'influence qui est manifeste dans certaines situations. Tout ça nous amène donc à dire que, certes, il y a quelques lueurs d'espoir, et je continue à penser qu'il y a des avancées dans certains pays, pas tous, mais reconnaissons que la justice reste encore en crise en Afrique. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Il s'agit globalement de la crise de l'état de droit. La crise de l'état de droit, elle est là. On a beau la nier, les années passent, mais l'on voit des singuliers détours sur cela. Parce que l'armature juridique est précaire. L'institutionnalisation est faible. Les sanctions, bien souvent, inexistantes. Alors évidemment, certains objectent que, ben oui, parce que l'on a voulu construire les démocraties en Afrique sur des principes philosophiques qui sont venus d'ailleurs, qu'on a voulu transposer en Afrique. Bien souvent alimentés par des élites intellectuelles formées spécialement par l'Occident et qui parfois ne sont pas toujours au fait des réalités, des exigences culturelles africaines. Dans beaucoup de cas, une grande partie de la population ne comprend pas grand-chose au fonctionnement de la justice, parce que bien souvent c'est une justice pour les riches et pour les intellectuels, compte tenu parfois du caractère hermétique du langage judiciaire ou de la complexité des procédures, etc. Le vocabulaire judiciaire n'est pas le vocabulaire le plus facile pour le commun des mortels. Donc déjà là, nous avons des problèmes. Voilà pourquoi sur cette question, nous devons être rigoureux dans les analyses. Alors j'en viens
à ma deuxième interrogation, à savoir comment la justice peut-elle mieux contribuer à l'attractivité des investissements et au développement économique en Afrique. Sur cette question, je dirais que face aux critiques, aux recommandations des institutions internationales, des ONG, des partenaires de développement, etc., le rapport, par exemple, le rapport Doing Business, qui chaque année nous met sur la place publique les limites de tel ou tel État et les recommandations qui sont faites pour que ce dernier améliore l'attractivité juridique pour attirer des investisseurs. Alors, il y a aussi également des critiques qui sont émises sur la qualité du droit, sur les entraves administratives, sur le faible management judiciaire, sur des institutions judiciaires qui sont souvent encombrées par des procédures interminables, etc. Alors, toutes ces critiques, nous les connaissons. Vous les connaissez. Je ne vais pas les étaler ici, ce qui serait fastidieux. Voyez-vous. Mais nous sommes convaincus que nous avons, malgré ce qui est dit, il y a toujours dans n'importe quelle corporation quelques brebis galeuses, mais nous sommes convaincus que nous avons des bons magistrats, en tout cas ceux qui sont formés par des procédures régulières, nous avons des bons magistrats qui se dévouent quotidiennement à dire le droit et à faire œuvre de justice malgré leur situation d'inconfort matériel et même d'inconfort psychologique. Parce que il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur certains magistrats, les sanctions disciplinaires sont là. Malgré cet inconfort, je dis, nous avons des bons magistrats qui disent le droit quotidiennement, parfois au risque d'avoir des soucis dans leur carrière. Ça, il faut le reconnaître. Nul besoin de dresser ici la liste des victimes, ni de faire le tableau de toutes les infamies infligées aux magistrats dans l'exercice pénitent de leur métier. J'en connais des jeunes magistrats désabusés parce qu'ils subissent. Ils rendent la justice. Mais est-ce qu'on leur rend la justice, ces magistrats? C'est une question. Regardez donc les statuts. À l'inconfort juridique des statuts des magistrats s'ajoute l'inconfort matériel et l'inconfort psychologique. C'est pourquoi nous croyons que l'Afrique, pour se développer, a besoin d'une justice renforcée, indépendante, compétente et impartiale. La justice est l'un des piliers du développement. On a tendance à l'oublier. La justice est l'un des piliers du développement. Bien évidemment, aujourd'hui, vous me direz, ce n'est pas la seule voie. Il y a une justice alternative qui existe. Aujourd'hui, avec les mécanismes alternatifs de règlement de conflits, les MAC, notamment avec l'arbitrage, avec la médiation, avec la conciliation, avec la transaction, avec l'expertise, les acteurs de la justice, notamment les entreprises, peuvent, s'ils le souhaitent, se détourner des procédures judiciaires classiques qui sont encombrées. Certes, ces voies nouvellement acquises sont aujourd'hui praticables et portent l'espoir d'une amélioration du règlement des conflits, notamment liés aux droits économiques et aux droits des affaires. Ceci est une réalité. Premièrement, sur ce point, je dirais que les marques s'inscrivent dans une dynamique de prise de conscience générale des limites
du système judiciaire actuel. Parce que le procès est perçu comme un affrontement. Le procès cultive les antagonismes entre les parties. Alors que les modes alternatifs, les modes amiables, rapprochent les parties en les impliquant bien souvent dans la recherche de la solution à leurs conflits. Et par ricochet, ces approches pacifient la relation conflictuelle entre les parties. Le règlement amiable des conflits repose donc avant tout sur la nécessité, notamment en matière d'affaires, de préserver la relation de confiance entre les divers acteurs. C'est pourquoi le développement de l'arbitrage, le développement de la médiation, le développement de la conciliation, etc., tous ces modes constituent une chance pour le règlement des litiges en Afrique. Il ne faudrait pas percevoir ces nouvelles méthodes comme des méthodes périphériques. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui que l'arbitrage se développe et se consolide en Afrique. Il ne faut pas penser que l'arbitrage, c'est bon, on va ici, bon. Non, l'arbitrage doit aujourd'hui être considéré comme l'une des voies principales pour le règlement des litiges, notamment dans le domaine des affaires. Certes, l'acte uniforme OHADA sur l'arbitrage offre en matière commerciale une voie de règlement alternatif et qu'avec l'acte sur la médiation, on a des perspectives nouvelles pour apaiser les tensions entre les parties. Mais il faut déplorer que même dans ces domaines, il y a peu d'arbitres, peu de formation, peu d'expertise. Et donc il y a lieu pour que l'arbitrage, la médiation, la conciliation se développent, il faut nécessairement former les gens. Deuxièmement, le recours à l'arbitrage ne doit pas pour autant être considéré comme un délaissement des processus judiciaires. L'État ne peut pas se désengager vis-à-vis de l'institution judiciaire au motif que les acteurs économiques peuvent par eux-mêmes trouver des solutions à leurs litiges en empruntant les voies de l'arbitrage, de la médiation, de la conciliation, de l'expertise, etc. L'État doit toujours continuer à jouer son rôle. L'État doit offrir une liberté aux justiciables, la liberté de choisir l'option qui les convient. L'arbitrage, si telle est ainsi la volonté, mais également une justice judiciaire indépendante, si telle est leur volonté. Il ne faut pas se défausser sur l'arbitrage. L'arbitrage, en soi, ne doit pas devenir une obligation, parce que la voie judiciaire serait impraticable. Oui. Et là encore, même en matière d'arbitrage, il est nécessaire d'avoir un encadrement suffisant, tant des arbitres, parce que même en matière d'arbitrage, il y a la corruption. Tant en matière des arbitres, notamment leur formation, leur indépendance, leur professionnalisme, leur intégrité, mais également tout ce qui entoure les cours arbitrales. J'en viens finalement à ma troisième et dernière préoccupation, à savoir comment la justice en Afrique peut-elle mieux prendre en compte les préoccupations internationales et mieux les articuler avec la justice interne. Alors, sur ce terrain, je dirais d'emblée que l'Afrique ne peut pas naviguer seule
contre les marées hautes de la lutte contre l'impunité et la corruption aujourd'hui. Elle ne peut pas consacrer la souveraineté de l'État sans la mettre en corrélation avec les obligations internationales qui lui incombent en tant que membre d'une communauté internationale portée par certaines valeurs universelles et au titre desquelles, aujourd'hui, la lutte contre la corruption et la lutte contre l'impunité. Partant donc de cette considération, je dirais que l'exercice de la souveraineté judiciaire peut se heurter à la concurrence des autres États qui prétendent eux aussi tirer une base légale du droit international pour interagir sur les mêmes faits. La question de concurrence au motif que les instruments internationaux leur attribuaient également une compétence. La question, par exemple, de la compétence universelle qui peut soulever des problèmes. Dans les matières aussi complexes que la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la répression du terrorisme, l'on voit aujourd'hui qu'il y a un développement progressif du droit international qui est marqué par l'exercice des compétences juridictionnelles concurrentes, dont particulièrement l'aspect horizontal des souverainetés judiciaires, qui devient la source potentielle de nombreux conflits entre États. Je dirais toutefois, au-delà de ces questions techniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, je crois qu'il ne faut pas sublimer la conception absolutiste de la souveraineté. Dans notre société aujourd'hui, dans une société moderne, une société internationale moderne, largement interétatique, c'est vrai, la souveraineté de chaque État doit prendre en compte celle des autres, qui sont en même temps concurrentes mais égales, et tenir compte d'un certain nombre de valeurs et des principes qui régulent la société internationale. C'est pourquoi je dirais, aujourd'hui, la souveraineté apparaît dans ces conditions comme la source de compétence que l'État tient du droit international. Certes, l'indépendance de l'État n'est en rien compromise, ni sa souveraineté atteinte par l'existence d'obligations internationales, parce que les engagements souscrits sont l'expression de la souveraineté de l'État. C'est par cette souveraineté que l'État s'engage. Mais la souveraineté n'implique nullement que l'État, au motif qu'il serait souverain, qu'il puisse s'affranchir des règles du droit international. La Charte ne le dit pas, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, il ne nous semble pas vain, pour tout État de favoriser, de faciliter la répression des crimes internationaux, sans attendre que la communauté internationale ou la Cour pénale internationale s'en saisisse. Et vous, c'est d'abord aux États qu'il appartient d'enclencher les procédures. Et deuxièmement, l'expérience d'un certain nombre de procès devant la Cour pénale internationale ou devant les chambres africaines réunies dans le procès d'Hissène Habré à Dakar, nous invite à une réflexion stratégique sur les relations entre l'État et la justice internationale et sur les nécessaires compromis raisonnables à trouver pour que cette armature juridique puisse fonctionner sans trop de contradictions, de conflits, etc. Et troisièmement, il est trop facile, dans bien des cas, de se dédouaner de nos propres responsabilités, sous des prétextes divers. Il est de la responsabilité, il est de notre responsabilité, en tant qu'Africains, de se préoccuper sur le plan judiciaire de toutes les questions qui sont mises sur la place publique internationale concernant
les Africains. Il y a un slogan à l'Union africaine, j'ai d'ailleurs écrit là-dessus, les solutions africaines aux problèmes africains. Mais il est donc urgent de convertir de façon concrète ce principe, cette doctrine, mais en l'assumant complètement, en organisant, en donnant les moyens aux justices internes qui sont sur la ligne de front face à l'impunité, face au désespoir des justiciables. Parce que ce sont les mêmes justiciables qu'une fois épuisées les voies de recours internes et face à leur frustration, à leur insatisfaction, vont se saisir des mécanismes internationaux, vont alerter la communauté internationale, vont alerter les ONG des drames qu'ils vivent dans leurs États. Alors, à ce moment-là, nous ne devons pas nous plaindre. Parce que, avant d'aller devant le comité des droits de l'homme, avant d'aller devant le comité contre la torture, avant d'aller devant la Cour africaine des droits de l'homme, il est demandé aux victimes d'épuiser préalablement les voies de recours internes. Or, il faut que ces voies de recours internes existent, qu'elles soient praticables, c'est-à-dire indépendantes et impartiales, des juges compétents. Je vous renvoie finalement au début de mon propos, l'article 10 de la Déclaration universelle, repris par l'article 14. Il ne suffit pas de s'offusquer des déclarations des ONG, qui sont d'ailleurs toutes relatives. Voyez-vous? Et c'est là, et sur ce point, que la justice doit véritablement se voir. Alors, chers amis, vous êtes des chercheurs, préparez vos thèses. Je n'ai pas à vous dire comment vous allez vous-même trouver les pépites à nous présenter dans vos travaux. C'est un terrain riche en illustrations. Mais je me permettrai, modestement, de faire 3 petites conclusions. Premièrement, faisons de la justice un instrument efficace et efficient au service du développement de l'Afrique. Non seulement sur la base des instruments juridiques internes, mais également sur la base des instruments juridiques internationaux. C'est un élément important. Deuxièmement, il me semble important de prendre en compte l'attractivité du droit et l'attractivité de la justice comme 2 éléments essentiels pour attirer des investissements étrangers. Un pays où le droit est instable, opaque, un pays où la justice n'est pas indépendante, a peu de chances de convaincre des acteurs économiques de venir investir sur son territoire. Enfin, troisièmement, je dirais, la justice ne fabrique pas de justiciables ni des victimes. Ce n'est pas elle. Les justiciables viennent vers la justice. Les victimes qui ont subi des violations de leurs droits viennent vers la justice. Ce n'est pas la justice qui les fabrique. La justice les accueille pour dire le droit. Il est donc important de mettre au cœur de nos politiques l'éducation au droit et spécialement aux droits de l'homme, comme contribution à la fortification de la justice. Parce que pour saisir la justice, encore, il faut y trouver un intérêt et surtout la connaître, être rassuré par ses principes,
par son vocabulaire, par ses acteurs. Et c'est bien là que vient le rôle de l'éducation. Et c'est là aussi, je voudrais terminer par ce point, c'est pour sortir finalement, de me dire finalement, les facultés de droit en Afrique, notamment francophone, elles sont presque toutes domestiquées par les pouvoirs politiques. Ne nous voilons pas la face. Mesdames, Messieurs, ne nous voilons pas la face. Ces facultés de droit sont dans une large mesure domestiquées par le pouvoir politique. Les programmes sont souvent en décalage avec les réalités de la pratique du droit au quotidien. Des programmes obsolètes parfois, surréalistes même. Un excès de mimétisme et de propagandisme académique empêche toute éclosion d'une pédagogie adéquate. Or, la justice en Afrique ne peut devenir indépendante et impartiale que si elle dispose d'un capital humain bien formé, notamment par les facultés de droit. C'est-à-dire former des juristes qui ont un sens critique, qui ont déjà, depuis la faculté, un esprit d'indépendance et d'impartialité. Ceci ne s'invente pas. On ne devient pas indépendant parce qu'on porte une toge. C'est depuis la formation. Il faut former nos étudiants à l'esprit d'indépendance et d'impartialité. Et tout ceci réjaillira sur demain le fonctionnement de la justice, sur la qualité du droit, sur le débat doctrinal et sur tout le reste. Car la justice, je l'ai dit au début, est l'un des piliers de la démocratie et de l'état de droit. Voilà le propos introductif que je voudrais vous faire sur ce séminaire Justice, justiciable et victime. Il vous appartient désormais de réagir et de poursuivre la discussion par les canaux que vous connaissez. Je vous remercie.